Bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé. Ce soir, au cœur de l'actualité politique, crise et humanitaire et droits humains en République démocratique du Congo, nous plongeons au Sénat où le deuxième vice-président Modeste Bahati Lukwebo est dans la tourmente après ses déclarations sur la révision de la Constitution qui ont provoqué une pétition et des tensions au sein de la majorité. Et dans l'est du pays, à Walikale, la situation sanitaire inquiète. Enfants et mères sont confrontés à la malnutrition et à une hausse dramatique de la mortalité infantile dans un contexte marqué par les violences et les déplacements de population, des réalités qui relèvent les enjeux cruciaux au pays entre politique et survie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue fidèles téléspectateurs à cette édition de journal sur votre média. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, de nouveaux affrontements opposent les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Ouazalendo dans le parc national de Virunga après de Goma. Les combats suscitent inquiétude au sein de la population civile locale. Reportage. Des violents affrontements opposent depuis les samedis les rebelles de l'AFC Baram 23 combattant Ouazalendo dans les parcs nationaux de Virunga au nord Kivu. Selon plusieurs sources locales et sécuritaires, les combats ont débuté dans la zone de Gorugani, notamment à Kanombe dans les territoires de Rutshuru. Au fil des heures, les affrontements se sont étendus vers Mutao, dans les territoires voisins de Nirangongo, non loin de la ville de Goma. Depuis la matinée du dimanche, des tirs à l'arme lourde et légère sont régulièrement entendus dans cette zone. Dans la partie nord de Goma, certains habitants affirment percevoir des détonations provenant de la zone de combat, une situation qui alimente la peur et l'inquiétude parmi la population. D'après des sources sécuritaires, ces affrontements seraient liés au déplacement de renforts des rebelles de l'AFC Baram 23 en provenance du territoire de Rutshuru. Ces combattants tentaient de rejoindre les territoires de Massissi alors qu'ils étaient pris dans une embuscade tendue par le groupe Ouazalendo à l'intérieur du parc de Virunga. Les combats qui se poursuivent le dimanche perturbent également la circulation sur l'axe routier Goma-Rutshuru, une route stratégique pour les déplacements de population et l'approvisionnement de la ville de Goma. Ces nouveaux affrontements surviennent pourtant malgré les cessez-le-feu annoncés le 18 février dernier dans l'est de la République démocratique du Congo, censés réduire les hostilités dans cette région toujours marquée par l'insécurité. À présent, parlons politique. Dans cette édition, tension politique au Sénat, j'y arrive toujours en RDC, une pétition vise le départ du deuxième vice-président Modeste Bahati Lukwebo après ses déclarations sur la révision de la Constitution. Les détails. La tension monte au sein de la Chambre haute du Parlement congolais. Une pétition lancée par le sénateur Dani Kabongo vise à obtenir le départ de Modeste Bahati Lukwebo de son poste de deuxième vice-président du Sénat. Selon l'initiateur de cette démarche, les documents auraient déjà recueilli plus de 37 signatures des sénateurs. Une initiative qui fait suite aux propos tenus récemment par Bahati Lukwebo lors d'une conférence de presse. Les chefs du groupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés avaient alors exprimé son opposition à un projet de changement ou de révision de la Constitution. Selon lui, la Constitution actuelle ne constitue pas en soi un obstacle au développement du pays. Il avait estimé que les difficultés proviennent plutôt de la manière dont les responsables politiques appliquent les lois. Des déclarations jugées incorrectes et irrespectueuses par certains acteurs politiques proches du pouvoir qui reprochent aux sénateurs de ne se pas être référés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avant de s'exprimer publiquement sur cette question. Plusieurs figures de la majorité, dont Augustin Kabouya, Didier Boudimbo et Christophe Mbosso, ont rapidement réagi en réaffirmant leur soutien à l'idée d'une révision constitutionnelle. Alors que les discussions se poursuivent au sein de la majorité, l'initiateur de cette pétition indique qu'un point de presse pourrait être organisé prochainement pour faire le point sur l'évolution de cette initiative politique. Cet nouvel épisode illustre les tensions persistantes autour du débat selon une éventuelle réforme de la Constitution en République démocratique du Congo. Direction à l'est du pays, nous sommes au nord Kivu, plus précisément à Walikale, où les médecins sans frontières alertent sur la situation sanitaire des mères et des enfants marquée par la malnutrition et une hausse de mortalité infantile. Les détails dans ce reportage.
À Walikale, dans la province du Nord Kivu, les Médecins sans frontières ont annoncé qu'au cours de l'année passée, ils ont assisté à l'accouchement de 3690 femmes dans des structures de santé qu'elles appuient. Ces accouchements sécurisés sont, selon cette organisation, un effort qui s'inscrit dans un contexte difficile, marqué par de besoins urgents et un accès limité aux soins. Dans ces mêmes cadres, on note 2741 enfants souffrant de malnutrition malgré les défis d'accès liés notamment à l'état de route. La zone a été confrontée à plusieurs urgences sanitaires. Ajoutons aussi qu'au mois de mai 2025, 34 enfants sont décédés à l'hôpital général de référence de Walikale. Par ailleurs, les cas de mortalité infantile et des naissances prématurées sont enregistrés dans plusieurs structures sanitaires de la zone de santé de Walikale depuis le deuxième semestre de 2025. Les mêmes sources affirment que depuis le début de ce mois de mars, un enfant sur 5 perd la vie avant sa venue sur Terre. Toutefois, les Médecins sans frontières avaient déjà alerté en juillet 2025 une hausse des cas de mortalité infantile à l'hôpital général de référence de Walikale. L'organisation médicale d'urgence indique que 34 enfants avaient perdu la vie au mois de mai de l'année dernière dans un contexte de dégradation de la situation humanitaire marqué par une flambée de violences armées et des déplacements massifs des populations dans cette partie. L'hôpital de Walikale fait face à une pression croissante depuis bientôt 6 mois. Les admissions y avaient... Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Les bureaux conjoints des Nations Unies sur les droits de l'homme alertent sur les violences sexuelles et l'essor dramatique deux enfants nés du viol. Votre média. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences sexuelles continuent de marquer profondément les populations civiles. Dans son dernier rapport, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme fait état de 887 cas documentés de violences sexuelles pour l'année 2025, touchant plus de 150 victimes. Parmi elles, une majorité des femmes et des filles, particulièrement exposées dans les zones affectées par les conflits armés. Les provinces du Nord et Sud Kivu concentrent à elles seules près de 80% des victimes recensées. Selon les données de l'organisme onusien, les groupes armés sont responsables d'environ 3/4 des cas documentés. Parmi eux figurent notamment les mouvements du 23 mars, les groupes Wazalendo, la coopérative de développement du Congo, de faction Mai Mai, ainsi que les forces démocratiques de libération du Rwanda et les forces démocratiques alliées. Les documents mettent en lumière des crimes particulièrement graves, notamment des situations d'esclavage sexuel où des femmes et des filles sont retenues en captivité pendant de longues périodes et soumises à des violences répétées et à des grossesses forcées. Autre préoccupation majeure, l'essor des enfants nés du viol. Beaucoup sont confrontés au rejet familial, à l'absence d'enregistrement à l'état civil et à un risque accru d'exploitation ou de recrutement par des groupes armés. Si une majorité des survivantes accèdent à des soins médicaux d'urgence, moins de 2% bénéficient d'une prise en charge complète, incluant un accompagnement psychologique, juridique et social. Face à cette situation, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme appellent les autorités congolaises à renforcer les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes et à garantir l'engagement de tous les enfants nés de ces viols. L'organisme exhorte également la communauté internationale à renforcer son soutien financier pour assurer une prise en charge durable des survivantes. Selon les Nations Unies, la lutte contre l'impunité et l'accompagnement des survivantes restent essentiels pour briser les cycles de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Ouvrant la page éducative dans cette édition, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé à Kalemi le programme national de cantine scolaire pour améliorer la nutrition et la scolarisation des élèves. Les détails. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a lancé le programme national des cantines scolaires à Kalemi, dans la province du Tanganyika, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette initiative vise à offrir aux élèves des repas nutritifs ainsi qu'un accès à l'eau potable et à de bonnes conditions d'hygiène. Elle entend également renforcer la sécurité alimentaire et soutenir la résilience des communautés à travers les investissements consacrés aux repas scolaires. La chef du gouvernement
a souligné que l'alimentation scolaire représente un investissement stratégique pour le développement capital humain et les progrès durables du pays. Selon elle, le choix des Kalemi pour le lancement de ces programmes traduit la volonté du gouvernement de promouvoir un développement équilibré sur toute la région du pays. Ces programmes s'inscrivent dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2025-2030 élaborée par les gouvernements afin de mettre en place un système durable des repas scolaires. L'objectif est d'améliorer la nutrition des élèves, de favoriser leur réussite scolaire et de renforcer les capitales humains. Les résultats observés à l'école Kifongo, où une cantine fonctionne depuis 2009, illustre l'impact positif de ces dispositifs. Le nombre d'élèves y est passé de 260 à près de 600. Les taux de réussite se situent entre 80 et 90%. La rétention scolaire atteint 60%, tandis que le taux d'abandon est passé de 6 à 0,5%. Malgré ces avancées, plusieurs défis demeurent, notamment sur le plan logistique et au niveau de faible taux de couverture des cantines scolaires à l'échelle nationale, estimé à 8%. La première ministre a ainsi demandé aux ministres concernés de travailler ensemble afin de renforcer la mise en œuvre de ces programmes et d'en assurer la durabilité. Dans une première phase, le programme concernera 164 écoles situées dans la province du Tanganyika, dans la Lomami, du Kasaï central et du Kasaï oriental pour l'année scolaire 2024-2025. Les menus prévus pour les élèves comprennent notamment des céréales, des légumineuses, de l'huile végétale et du sel, auxquels s'ajouteront les produits provenant des jardins et de champs communautaires. Enfin, la première ministre a demandé la présentation dans un délai de 30 jours d'un plan détaillé pour l'opérationnalisation du programme. Ces documents devraient préciser les mécanismes de mise en œuvre, les modalités de financement, les dispositifs de suivi et d'évaluation, ainsi que les calendriers d'exécution. Prenons cette brève avant de clore définitivement cette édition, mesdames et messieurs. Nous sommes à Kinshasa, où les cas d'enlèvement se multiplient depuis le début de l'année. Les ravisseurs exigent souvent de fortes rançons pour libérer leurs victimes. Et pour lutter contre ces phénomènes, les autorités provinciales annoncent de nouvelles mesures dans les secteurs des VTC, identification obligatoire des véhicules au code QR, sécurisé, carte professionnelle pour les chauffeurs et géolocalisation via l'agent provincial de développement du numérique de Kinshasa. Ces dispositions annoncées par Jésus Noël Cheke entrent en vigueur, j'y arrive, le 23 mars. Elles interviennent alors que le journaliste Laurent Mpungu reste détenu par ses ravisseurs qui exigent une somme de $5 000 pour sa libération. C'est fait un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Activez la cloche de notification et abonnez-vous massivement pour ne pas manquer nos prochaines éditions. Portez-vous bien et bon début de la semaine. L'actualité continue demain avec Gloire Ngomba Kadima. Je vous retrouve les jeudis. Au revoir. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce les systèmes immunitaires, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.